Bien, nous étions tout à l'heure au Tchad où on parlait donc de la limitation d'Internet. Officiellement, selon les autorités, c'est pour éviter les messages haineux. Pasteur Edo, il y a quand même cet aspect qu'il ne faut pas oublier. Quand on regarde aujourd'hui sur Internet, ça fait peur. Mais ça fait peur. C'est un outil qui est largué comme ça dans le monde. Et puis maintenant, bon, on l'utilise pour de bon comme pour de mal. Mais c'est dangereux. Vous prenez même les États-Unis, ça ne veut pas dire qu'aux États-Unis, les États-Unis qui sont qui ont découvert l'Internet, vous allez aux États-Unis, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de messages. Même Donald Trump, même vous savez, des fois ses propos sont haineux, hein. Des fois, même les propos du président américain, c'est haineux contre les Noirs. Il n'est pas un exemple. Hein. Il n'est pas un exemple. Il n'est pas de paragon de vertu. Bien sûr. Donc, quand vous voyez, là, on ne coupe pas l'Internet dans ces pays-là parce qu'il y a ce genre d'écart de comportement. On ne le fait pas. Donc, c'est les pays-là qui sont des exemples d'Internet pour nous. Le problème d'ethnie ne se pose pas aux États-Unis. Non, ça ne se pose pas aux États-Unis. C'est vrai qu'il y a une disparité mais quand vous parlez raciale, oui, bien sûr. Il y a une disparité raciale. Je suis parfaitement, il y a une disparité raciale. Vous avez vu les propos de Donald Trump, ce que ça suscite jusqu'aujourd'hui. L'indignation et la consternation que ça suscite jusqu'aujourd'hui. Et c'est maintenant que Donald Trump est en train de revoir parce que de se racheter. Parce qu'on est à l'approche des élections, il est en train de se rapprocher. Mais cela va jouer certainement contre lui. Bon, donc c'est pour dire que moi, je reviens encore sur ce que dit Mathieu tout à l'heure, parce que sincèrement, il faut qu'on se dise la vérité. Il ne faut pas prendre les concitoyens, ceux qui sont dans la masse, à la base, pour dire qu'ils sèment la division au sein d'une nation. Quant au sommet de l'État, on ne cultive pas le sens de la cohésion, de vivre ensemble. Tu sais que je suis parfaitement d'accord avec toi. C'est des discours. Est-ce que je peux aller? C'est des discours. Les actes ne suivent pas. Parce qu'on ne peut pas appeler à la cohésion, à vivre ensemble, quand la plupart du temps on dit le chien aboie la... Dès que vous dites le chien aboie, la caravane passe, ce qui veut dire que vous voulez un coup de force. Que les gens ne veulent pas, nous allons faire. Et ça n'amène pas la cohésion nationale. Ça n'amène pas la réconciliation nationale. Et dans la plupart de nos nations, pas des nations, des pays, parce que nous n'avons pas de nations, il n'y a pas la volonté de vivre ensemble. C'est des pays que nous avons. Bon, donc, ça là, ceux qui sont en train de faire, avoir recours à des méthodes de réduction, de limites d'Internet, c'est des pratiques dictatoriales, c'est des pratiques dictatoriales. On le fait juste parce qu'il y a un problème, mais auquel on ne trouve pas de solution à la base. Il faut qu'à la base, on trouve une solution. Il faut qu'à la racine, qu'on fasse un bon diagnostic de la chose. Pourquoi les gens véhiculent des messages, des propos haineux? Je ne suis pas d'accord pour les messages haineux et je ne suis pas en train... Parce que je ne le ferai pas. Non, je ne le ferai pas, mais les gens le font. C'est une chose et son contraire. Non, naturellement. Non, ce n'est pas ce contraire. Vous prenez la situation du Tchad aujourd'hui. On le rappelle que Idriss Déby est au pouvoir depuis 90. Quand vous lisez les messages que les gens ont écrits après l'acte du militaire, quelqu'un écrit « Les Tchadiens subissent la loi d'une minorité ». Ce n'est pas tout à fait faux non plus. Vous avez vu ce qui s'est passé il y a quelques mois, le propre frère de Déby. Il y a eu, je pense, un peul qui passait avec ses animaux. Un de ses gardes a tiré sur lui. On a l'impression qu'il a érigé sa famille, son clan, mais au-dessus de tout le monde. Et c'est ça qui menace justement. C'est une mégalomanie. Lui, c'est une mégalomanie, une folie de grandeur dans ce pays. Ça aussi menace le tissu social. Oui. Je suis parfaitement d'accord. Je ne suis pas contre. Oui. Mais il y va de la responsabilité des dirigeants de préserver la paix sociale. Si ça passe par la réduction de l'Internet, le problème ne se pose pas. Mais je ne dis ceux qui violent eux-mêmes la loi au sommet de l'État. Je ne dis pas que ceux qui sont au sommet de l'État ont un sauf-conduit pour se comporter n'importe comment. C'est pas ce que je dis. Mais c'est un autre débat. Non, ça fait partie. Vient là-dessus aussi. Ça fait partie du bas. Je suis parfaitement d'accord que vous menacez le tissu social et qu'on a l'impression que vous-même vous ne faites rien pour que ce tissu social soit consolidé. Je suis parfaitement d'accord. L'un n'annule pas l'autre malheureusement. L'un n'annule pas l'autre malheureusement. Je ne dis pas que les dirigeants ont la main libre pour faire n'importe quoi. C'est pas ce que je dis. Pas un chèque à blanc. Un débat, non pas un chèque à blanc. Nous avons un débat autour
de la limitation, de l'efficacité, de la limitation d'Internet pour des raisons, pour lutter pour des raisons d'appel à la haine et autres là. C'est sur ça que nous sommes. Mais je suis d'accord, si vous voulez l'élargir sur le comportement des dirigeants, oui. Non, je dis que certains le débat il est là même chez eux. C'est ce que les autorités définissent. Qu'il y a une minorité à la haine et tout ça. C'est sur ça que se situe le débat. Ben vous trouvez des raisons dans le comportement des dirigeants. Je ne refuse pas. Ici, nous parlons de l'efficacité de la méthode qu'on est en train d'employer. Et je dis que s'il faut passer par là pour contenir, oui, il faut préserver d'abord le tissu social. Ça aussi, et jusqu'à quand ils vont aller avec la limitation de l'intelligence de sensibilisation. Je suis vraiment d'accord. Et quand la sensibilisation ne s'adresse pas uniquement à tout le monde. C'est à tout le monde. Il faut que les dirigeants aussi sachent qu'ils n'ont pas un sauf-conduit pour pouvoir tuer, massacrer les gens, se comporter n'importe comment, piller. Non. Je ne suis pas d'accord sur ça. Mais en même temps, on ne va pas me dire que limiter l'Internet dans ce cas précis n'est pas efficace. C'est efficace. À partir du moment où les gens... L'efficacité où dans tout ça? Non, à partir du moment où les gens l'utilisent pour embraser le pays... Si on le limitait, et si on le limitait pour contrôler cela, ok, ça peut être efficace, mais au même moment, il faut sensibiliser, au même moment, il faut que les dirigeants révisent leur comportement. Ça, je suis parfaitement d'accord, mais on ne peut pas me dire que on n'a pas le droit de le faire, ou on doit le laisser, on doit laisser les gens appeler à la haine, on doit laisser les gens se comporter n'importe comment, on doit laisser les gens tenir des propos tribaux. Vous savez, il y a des gens dans l'ethnie de Déby qui ne trouvent même pas à manger. Mais ça, personne... Mais quand on va appeler à la haine tribale, ceux-là ne sont pas épargnés. D'ailleurs, c'est la première cible. Ces gens sont facilement atteignables. Voilà. On les atteint facilement. Et donc, on ne peut pas surfer sur le tribalisme, sur l'ethnicisme, sur ce qui appelle à la haine, à la division. Malheureusement, pour pouvoir se venger du comportement politique. C'est le mode de gouvernance. C'est le mode de gouvernance dans les pays africains. Le tribalisme, on en parle au niveau discours. C'est vrai, nous sommes toujours au niveau du discours. Je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas de concrétisation, il n'y a pas de matérialisation. C'est pourquoi on est toujours là en tant que pays. C'est pourquoi on parle d'ethnie. Ailleurs, vous allez en France, oui, personne ne parle d'ethnie. Les Français, c'est les Français. Mais ils ont des choses. Comment ils disent ça? Oui, mais ils maquillent ça. C'est des ravalements de façade. Oui, quand vous prenez les pays d'outre-mer et autres. Comment ils sont considérés? Les pays d'outre-mer sont considérés comment? Non, mais c'est ça. Quand tu vas en France maintenant, quand on parle d'un Breton, on sait que c'est un Breton. Un Breton, oui. On sait comment on le croit là. C'est vrai. Quand il est alsacien, on sait qu'il est alsacien. On le considère comme pratiquement un Allemand. On lui donne un autre statut social. Ça existe là-bas. On essaie de maquiller. On essaie de transformer ça en base. On dit que ça, c'est la base de tel politicien. C'est son fief politique. Une volonté manifeste de vivre ensemble dans ce pays. Travail, non, la volonté aussi n'est pas aussi facile. Non, mais bien sûr, il faut que nous, à notre niveau, dans nos pays, il faut que quand même qu'on y arrive. Je vous assure que si tu appelles maintenant en France, si tu appelles à s'attaquer aux Bretons, aux Alsaciens, à telle autre la catégorie de citoyens français, mais on ne va pas te tolérer. On ne va pas t'épargner. C'est comme ça. C'est la même chose ici. Nous disons que les dirigeants doivent bien se comporter. OK. Nous disons que les actes doivent aller dans le sens de la cohésion nationale. OK. Mais en même temps, nous ne devons pas tolérer ces appels à la haine. Et souvent, c'est très facile que les dirigeants aient recours à ces méthodes-là. En même temps condamner les deux. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas parce que les dirigeants le font. On ne prend pas le mal pour corriger le mal. C'est pour étouffer la plupart des temps des contestations de leur pouvoir. Oui, c'est ça, malheureusement, c'est ça. Passons au second sujet, c'est la Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko a sorti son équipe gouvernementale. Le gouvernement ivoirien a été légèrement remanié ce lundi, 3 jours après la nomination d'Ahmed Bakayoko comme Premier ministre. Alassane Ouattara a procédé le 3 août à un léger réajustement ministériel. Première conséquence donc de la nomination le 30 juillet de son fidèle compagnon Ahmed Bakayoko au poste de Premier ministre et ministre de la
Défense en remplacement donc au poste de Premier ministre d'Amadou Gon Coulibaly. Sans surprise, il y a eu la promotion de certains membres du cabinet du président. Par exemple, on a assisté à ce jeu de chaises musicales comme dans le tout réaménagement. Patrick Kachi, jusque-là secrétaire général de la présidence, a été promu ministre d'État, le plaçant ainsi dans la position de numéro 3 du pouvoir, un poste hautement stratégique qui permettra donc à Patrick Kachi de travailler en relation étroite avec Ahmed Bakayoko. Bon, sur les autres postes, on n'a pas, hein, Dimas, de véritable entrée remarquée au gouvernement. C'est juste des changements de poste. On avait des ministres délégués qui deviennent ministres de plein droit. Le directeur de cabinet de la présidence qui a désormais rang de ministre. En fait, rien à se mettre sous la dent. Quand j'écoute parfois les gouvernements en Afrique, la formation, la structure de nos gouvernements, ça me fait retourner un tout petit peu les tripes. Mais malheureusement, c'est comme ça. Les promotions, pour des raisons peut-être... militantisme. Oui. Et de proximité. Ça me fait un tout petit peu... Quand je vois Patrick Kachi, par exemple, en même temps, est-ce qu'on a besoin... Il a déjà rang de secrétaire général de la présidence. Est-ce qu'on a besoin de faire de lui ministre d'État? Est-ce qu'on a besoin d'élever le directeur de cabinet au rang de ministre? C'est pour atteindre quel objectif? Les récompenser, les consoler. Peut-être c'est ça. Et ça pèse malheureusement sur le budget. Ça pèse sur le budget. Et moi, je ne vois pas l'utilité de ces nominations-là. Bon, ça, peut-être que ça n'engage que moi. Eux autres, ils voient cela. Mais ces confusions, ces mélanges de gens font que il n'y a pas trop de cohésion des fois dans les structures gouvernementales. Et il y a des postes qui chevauchent, il y a des conflits de compétences structurels. Non, des conflits structurels d'abord. La compétence peut-être ça vient après, puisqu'on nomme peut-être par militantisme, on nomme peut-être par... je ne sais pas. Bon, certains sont compétents, hein, après tout, mais certains sont réellement compétents. Donc, je ne peux pas aller trop sur ce terrain, mais sur le terrain de chevauchement structurel, où il y a certains ministres qui pensent que l'acte que vous posez, l'acte que l'autre ministre pose, relève plutôt de sa compétence. Voilà. Je me dis que Patrick Kachi est placé pour pouvoir bien contrôler notre ancien confrère. Bakayoko, vous savez qu'il était journaliste. C'est un journaliste, directeur de Radio Nostalgie, directeur du journal Le Patriote. Bon, mais pendant longtemps, dans les arcanes de l'information, avant d'essayer ces armes politiques qui lui marchent très bien, je me dis qu'on veut le contrôler. Simplement, on veut donner aussi ce pouvoir à Patrick Kachi parce que ministre d'État, c'est le numéro 2 du gouvernement. Après le Premier ministre, c'est le ministre d'État qui vient. Et donc, une façon d'assumer un intérim indirect qui ne dit pas son nom, mais qui sera efficace et actif sur le terrain. Et une façon de chapeauter ce monsieur, de le mettre sous l'égide de Dachi et de le contrôler. Donc, on me dira que non, peut-être il va agir quand le Premier ministre ne sera pas là. Mais je me dis que s'il est là, il va agir. Parce qu'on n'a pas besoin, là où se trouve Patrick Kachi, on n'a pas besoin de faire de lui un ministre d'État pour qu'on reconnaisse sa valeur de secrétaire général de la présidence. Mais quand on fait cela, on veut simplement que Bakayoko soit contrôlé. Bakayoko est bien vraiment récompensé. Mais en même temps, on veut le surveiller de très près. On veut... Tout le monde sait aussi que c'est quelqu'un qui a de l'ambition, et qui peut poser des actes... il faut réduire ses abdos. Pasteur Edo, quand vous regardez le gouvernement qui vient d'être formé, je l'ai dit, il n'y a pas de véritable entrée remarquée ou sortie remarquée. Finalement, comment on peut qualifier ce gouvernement? On prend les mêmes, on recommence? Oui, naturellement, on prend les mêmes, on recommence. Bon, on veut élever certains, on veut donner la promotion.
Et surtout, Bakayoko, il est très surveillé comme de lait sur, sur le feu. Donc, il faut quelqu'un pas pour le tacler, au terme de mots tacler, mais c'est pour lui dire que, pour être proche de lui, parce que pour le marquer, hein, c'est pour le marquer au pas. Voilà les termes. C'est pour le marquer au pas. Et donc, ça veut dire que est-ce que ça voudra dire que Kashi a plus la confiance d'Alassane Ouattara que Bakayoko, naturellement, c'est clair. C'est clair. Mais, vous n'oubliez pas que Bakayoko était avec Ouattara depuis longtemps. Bien sûr. Patrick Kashi, c'est un transfuge du PDCI. Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que Bakayoko, vous savez, il est talentueux, il est bouillant, et puis il est ambitieux. Ouais, difficile à maîtriser. C'est comme c'est le même profil que c'est comme c'est de Silu Adéou. C'est comme ça. Il aime se faufiler dans le truc. Et puis il aime dribbler. Il peut dribbler aussi. Bon, donc, Ouattara le connaît très bien. C'est vrai quand même que ce profil-là, le profil de Premier ministre, sachez quand même à Bakayoko, il avait déjà joué l'intérim. Maintenant, vous savez, il y a un choc, c'est le choc des titans quelque part. Hein. Il y a le choc des titans là-bas qui ne dit pas son nom. Bon, donc maintenant, ce qui reste maintenant, c'est la candidature qui va être dévoilée. Mais j'avoue quand même que, comme il a dit tout à l'heure, les structures gouvernementales posent des fois de sérieux problèmes. Vous êtes secrétaire ailleurs secrétaire général de la présidence. Ben vous êtes tout puissant. Directeur de cabinet du président, vous êtes tout puissant. C'est-à-dire, on n'a même pas besoin de t'élever au rang de ministre. Tu es déjà élevé. Hein, c'est que dans le secteur, le secrétaire général, on ne le voit pas comme étant celui-là, le maître à penser de la présidence. Le maître à penser du cabinet. Et le directeur de cabinet, c'est lui qui organise tout. C'est pour cela que la plupart des temps, même le président peut quitter, mais le secrétaire général reste. Et il reste. Bon, donc dans le gouvernement, si c'est comme ça. Dans le gouvernement, si c'est comme ça. Donc, je crois que ce qui est fait, c'est juste pour dire que c'est un léger remaniement, mais qui n'a pas donné, il n'y a pas d'antenne remarquable. Donc, ce gouvernement, je ne sais pas quelle est sa mission, c'est pour organiser les élections. Organiser les élections. Vous voyez le secrétaire général, par exemple, de la présidence, qui vient carrément quitter la présidence, qui est une structure à part la primature. C'est une structure à part. Et donc, il va quitter son poste de secrétaire général de la présidence pour venir assumer l'intérim du Premier ministre, parce que le Premier ministre a voyagé, il est indisposé ou ceci. Bon, seulement ils n'ont pas trop de temps quand même. Seulement ils n'ont pas trop de temps, ils n'ont que 2 mois. Et c'est pas 2 mois. On ne sait jamais, mais si dans les 2 mois-là, le Premier ministre est tombé malade, on a vu avec Gon, s'il tombait malade, et que pendant longtemps on devait assumer son intérim. Et donc il va quitter carrément la présidence pour venir jouer le rôle dans le gouvernement, un rôle de suppléant dans le gouvernement. Non, mais je dis que ça ne tient pas la route. Là, je crois qu'il est en train de cumuler le secrétaire général et puis le ministère d'État. Il est en train de cumuler. Oui, c'est ce que j'ai dit. Puisque le ministre d'État, c'est lui qui doit assumer l'intérim du Premier ministre quand le Premier ministre n'est pas là. Et donc, en même temps, il sera dans le gouvernement. En même temps, il devait être aussi à la présidence. Et c'est encombrant. C'est vraiment encombrant. En tout cas, quand on prend le profil et on le rappelle, il n'y a pas de bouleversement, c'est que à moins de 100 jours de la présidentielle, Alassane Ouattara n'a pas voulu prendre le risque de mécontenter des gens. Il conserve, il promeut il a intérêt. Il a intérêt. C'est ce qui s'est dessiné, clairement. Il ne veut pas me contenter, plutôt il veut donner la joie. Surtout c'est le lieutenant. Il veut garder ses lieutenants. Il veut garder ses lieutenants pour ne pas me contenter. Il y a toujours un poste manquant, c'est la vice-présidence. Elle n'est pas pourvue. Daniel il a démissionné, Daniel Duncan a démissionné. On ne le remplace pas. On ne le remplace pas, mais c'est constitutionnel. Oui, en principe. C'est constitutionnel. Le président doit être élu sur... C'est un ticket. Il y a le président et le vice-président. En 2016, il a été nommé parce que la nouvelle constitution entrait en jeu. Maintenant, il a démissionné. On devait en principe le remplacer. Non, peut-être qu'il a estimé que ce passe qui... En réalité, ces remplacements devaient être précisés par la Constitution. Le mode de remplacement. Le mode de remplacement. Être
peut-être S-qualité. Donc, si celui-ci n'est pas là, automatiquement, c'est celui-ci qui devait prendre la place. Par exemple, quand le président n'est pas là, on sait que c'est le vice-président qui assume quoi, là. Si cela était résolu réellement par la Constitution, je pense que le problème ne se poserait pas. Maintenant, s'il peine à le remplacer, c'est peut-être qu'il y a une défaillance au niveau constitutionnel. Il faut attendre aller aux élections. Il faut peut-être l'avis de la Cour constitutionnelle ou tout ça. Pour constater la vacance et puis comment pouvoir se poser. Et alors qu'on n'a pas le temps. On attend carrément l'élection présidentielle. Mais on sent aussi qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, on n'a pas vraiment besoin d'un vice-président. Oui, mais est-ce qu'on doit sentir, si les tests le prévoient, on ne doit pas. Non, c'est parce que avant qu'on le sente, c'est que les tests le prévoient, il faut quand même qu'il y ait un besoin. Je crois que c'est ce qu'il est en train de dire. Est-ce qu'il y avait un besoin? À partir du moment, c'est les tests qui créent le besoin. Dimanche, la grande question, c'est qu'on a un exécutif bicéphale, on a un premier ministre, on a un président, un vice-président. C'est quel régime? C'est confus là, c'est confus là. C'est quel régime? C'est vous quel juriste? La question est très bien posée. Ouais, bien sûr. Tant qu'on a un premier ministre. Ces cas, c'est en Afrique que vous pouvez trouver des bizarreries comme ça. C'est en Afrique. Quand vous prenez aux États-Unis, on sait qu'on n'a pas de primature. On n'a pas de primature. Quand vous prenez la France, le président nomme des collaborateurs qui sont des secrétaires d'État. Et il a son vice-président, et ça s'arrête là. Vous prenez la France a un premier ministre, donc il n'y a pas de vice-président. Voilà, le premier ministre qui supplée pratiquement le président en cas de bien sûr. Voilà, en cas de disponibilité, c'est en cas d'absence prolongée que le président de l'Assemblée nationale, que le président de l'Assemblée nationale assume l'intérim. Mais ici, on a tout cela, mais on veut encore prévoir. Donc c'est ça. C'est difficile. C'est ça que des fois nos gouvernements ont une connotation c'est-à-dire de manière, comment dirais-je, pléthorique. C'est de ça que nous parlons oui, ici. Oui, comment vous prenez des pays qui sont plus grands que nous. Quand vous voyez leur gouvernement d'une dizaine, quinzaine de ministres, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Mais nous, on va jusqu'à 40, on va jusqu'à 50, jusqu'à 60 ministres. Et les techniciens qui doivent plutôt être dans ces formations gouvernementales pour pouvoir faire le travail ne sont pas là. C'est politique, les politiques. On ne les voit pas. Alors que une structure ministérielle est tenue par des techniciens. Et le ministre, que ce soit le premier ministre ou le ministre, n'est qu'un manager. Le secrétaire général. Voilà, que tel travail est fait par un technicien précis. Parce que le ministre, après tout, c'est un rang politique. Honorable. Il faut des techniciens vraiment chevronnés sur le terrain pour pouvoir faire. Et le ministre doit être un bon manager, c'est tout. Un bon manager politique pour pouvoir coordonner, être vigilant, être très très attentif à l'écoute des techniciens qui posent des actes et que lui, il endosse et pour pouvoir faire endosser ça au gouvernement. C'est ce qui manque chez nous ici. On a des gouvernements pratiquement pléthorique, je parle de l'Afrique, des gouvernements, des ministres qui c'est un portefeuille des fois, la plupart c'est un portefeuille, la plupart c'est un portefeuille, des fois qui n'ont pas de bureau, des techniciens directs sur le terrain pour faire le travail, et des fois les ministres même restent au bureau pour ronger les ongles. Et au finish, les résultats sont inefficaces, il n'y a pas de résultats. Il n'y a pas de résultats. La plupart des temps, on arrive, on dit, bon, il y a certains, bon, on les démet, puis bon, ça recommence, le cycle recommence. Je pense qu'il faut restructurer les choses. Au Ghana, par exemple, si vous voyez, il y a une école de formation strictement destinée aux secrétaires de gouvernement, aux secrétaires... Comme l'ENA. L'ENA, oui, à la limite, mais c'est plus administratif, c'est toute l'administration. Ce n'est pas tout à fait ça. Ici, on forme les secrétaires généraux des ministres, des ministères. Et ils sont là, voilà, inamovibles, ils sont là. Ils sortent et les ministres passent, eux, ils restent.
Les ministres, ils restent. Parce que c'est eux qui détiennent les dossiers. Ouais, bien Voilà. sûr, tous les dossiers. C'est eux Pour qui- la continuité de l'État, Voilà. ils sont obligés de C'est eux rester. qui incarnent cela. Mais ici, Vraiment, c'est un véritable je fou. me Un demande, véritable fourre-tout. Un véritable je fourre-tout. me demande en Afrique, certains postes ministériels, si certains postes ministériels ont même des secrétaires généraux. On privilégie même des attachés de De cabinet. cabinet. D'accord, monsieur. On va aller maintenant à la grande Des pause secrétaires et puis généraux. on revient après continuer.